20 août 1971. Un étudiant ordinaire. Pas un criminel, pas un sadique. Un étudiant comme toi. Il vient de passer 6 jours à humilier et terroriser d'autres étudiants. Personne ne l'y a forcé. C'est, du moins, ce qu'on t'a raconté pendant 50 ans. L'expérience la plus célèbre de toute la psychologie. Celle qui est dans tous les manuels, cités jusqu'à Abu Ghraib. Elle n'a jamais été ce qu'on croit. Et celui qui l'a prouvé n'est ni américain ni soutenu par l'institution. C'est un Français, seul, dans des cartons d'archives oubliés. Mais avant de comprendre le mensonge, il faut comprendre pourquoi on a tous voulu y croire. Été 1971, Université de Stanford, en Californie. Dans le sous-sol du département de psychologie, un professeur installe une fausse prison. Il s'appelle Philippe Zimbardo. Il recrute 24 étudiants, jugés parfaitement sains et normaux. Un tirage au sort décide de tout, la moitié gardien, l'autre moitié prisonnier. Les prisonniers sont arrêtés chez eux par une vraie police, un vrai matin d'août. On les déshabille, on les numérote, on leur passe une blouse et une chaîne à la cheville. Les gardiens, eux, reçoivent un uniforme, un sifflet, une matraque et des lunettes miroirs. L'expérience est prévue pour durer 2 semaines. Elle sera arrêtée au bout de 6 jours. C'est en tout cas la version officielle. Et très vite, elle déraille. Les gardiens, racontent l'histoire, deviennent cruels tout seuls. Brimades nocturnes, humiliation, punitions inventées de toutes pièces. Tout n'était pas joué. Réveil à 2h30 du matin, chaînes aux pieds, ni douche ni fenêtre. Un prisonnier, le numéro 8612, craque en pleine crise et hurle pour sortir. Et la conclusion fait le tour du monde. Mettez des gens normaux dans un mauvais rôle, et ils deviennent des monstres. La situation l'emporte sur la personne. Cette conclusion est si puissante qu'elle devient une loi. Le problème, elle est fausse. Et la première fissure vient d'un détail que Zimbardo n'a presque jamais raconté. Pendant 50 ans, l'expérience de Stanford devient une star. Elle entre dans tous les manuels de psychologie de la planète. Plusieurs films s'en inspirent. On la cite pour expliquer les pires pages de l'histoire. Les génocides, la torture et même les abus d'Abu Ghraib en Irak. L'idée devient irrésistible. Le mal serait en chacun de nous, prêt à surgir. Et personne, pendant un demi-siècle, ne va revérifier. Pourtant, des voix s'étaient élevées sans jamais être entendues. Dès 1973, le psychanalyste Erich Fromm remarque que les 2/3 des gardiens n'ont jamais été cruels. En 2002, la BBC refait l'expérience. Cette fois, personne ne se soumet à son rôle. Mais ces critiques ne quittent jamais les revues savantes. Les manuels ne les citent pas, s'éloignez pas. L'histoire est trop belle, trop utile, trop pratique pour qu'on la questionne. Puis en 2014, un chercheur français entre dans les archives de Stanford. Ce qu'il y trouve va tout faire s'effondrer. Il s'appelle Thibault Le Texier. Il n'est même pas psychologue de formation. Juste un chercheur obstiné, un financement modeste et beaucoup de patience. En 2013, il tombe sur une conférence de Zimbardo et veut en faire un documentaire. Pour bien faire, il demande l'accès aux archives complètes de l'expérience. 16 cartons, des centaines de documents, 6 heures de film, 48 heures d'audio. Personne, en plus de 40 ans, n'avait pris la peine de tout lire. Lui, il lit tout. Stanford, Akron, 16 cartons, des centaines de documents, lus ligne par ligne. Il réécoute les bandes et retrouve 15 participants pour les réinterroger, un demi-siècle plus tard. Et il écrira « Mon enthousiasme a fait place au scepticisme, puis à l'indignation. » En 2018, il publie un livre, « Histoire d'un mensonge ». Puis en 2019, l'article scientifique qui fait référence, dans American Psychologist. Voici ce que les bandes oubliées révélaient sans vraiment. Preuve numéro 1, la veille de l'expérience, les gardiens reçoivent une réunion d'orientation. Et cette réunion est filmée. Zimbardo leur explique lui-même. On peut créer chez eux l'ennui, la peur. Nous avons tout le pouvoir. Eux n'en ont aucun. La cruauté n'a pas émergé toute seule, on l'a commandée. L'un des gardiens, étudiant en théâtre, choisit lui-même le rôle du plus cruel. Il l'avouera. Pendant toute l'expérience, je jouais. J'en faisais des tonnes. Et un gardien trop doux, on le recadre. On a besoin de toi pour la presse. Preuve numéro 2. Les règles de la prison, les humiliations, les numéros, les punitions, n'ont pas été inventées par les participants. Elles ont été fournies par l'équipe. Quand se lever, quand manger, quand se taire. Tout figuré sur une feuille. Preuve numéro 3. La fameuse crise du prisonnier 8612. Sa version a changé plusieurs fois en 40 ans et reste discutée aujourd'hui. Mais dans un enregistrement, 3 jours après, il le dit lui-même. La crise, il l'a jouée pour pouvoir sortir. Zimbardo lui a toujours soutenu qu'il avait vraiment craqué.
Une chose, au moins, n'est pas contestée. Il voulait partir, et on lui avait fait croire qu'il ne pouvait pas. En réalité, la plupart savaient tout parfaitement que c'était une expérience. Sur 11 prisonniers, 2 seulement ont montré une vraie détresse. Et s'ils restaient, ils étaient payés 15 $ par jour, à la toute fin seulement. Partir, c'était renoncer à l'argent. La cage tenait aussi à ça. Preuve numéro 4, la plus lourde. Les conclusions de l'expérience étaient écrites à l'avance. Dès le 2e jour, un communiqué de presse est diffusé, avec la morale déjà rédigée. Les données, incomplètes, et triées pour ne garder que le spectaculaire. Et l'idée elle-même n'était pas de Zimbardo. Elle venait d'une expérience d'étudiant, quelques mois plus tôt, qu'il n'a jamais citée. Zimbardo, avant même de commencer, militait contre les prisons. L'expérience devait porter un message, réformer les prisons. La morale précédait les preuves. Les données, moins de 15% des heures filmées ont été gardées. Et la caméra ne gardait que le spectaculaire. Un assistant avait prévenu, tout penché vers le drame. Le 3e jour, sur une rumeur d'évasion, plus aucune donnée ne fut collectée. Zimbardo a contesté ces accusations jusqu'à sa mort, en 2024. Mais les archives, elles, ne se défendent pas. Elles montrent une expérience mise en scène. Reste la vraie question. Si c'était truqué, pourquoi le monde entier y a-t-il cru pendant un demi-siècle ? La réponse n'est pas dans la prison, elle est en nous. Une histoire simple et puissante ne se vérifie pas, elle se répète. On la répète parce qu'elle est simple, frappante, facile à colporter. Et celle-ci arrangeait tout le monde. Les professeurs y gagnaient une leçon de morale clé en main. Les médias, c'est un récit spectaculaire à vendre. Zimbardo lui-même le disait, c'est comme une tragédie grecque. L'aspect visuel rendait l'histoire parfaite pour la télévision. Je dois la donner aux médias, disait-il, et eux la vendent au public. Et nous, une excuse irrésistible. Ce n'est pas moi, c'est la situation. L'histoire servait aussi d'arme. Si chacun peut devenir violent, alors la psychologie doit nous protéger. Aux côtés de Milgram, Stanford devint l'un des 2 piliers du pouvoir de la situation. Car ce qui rend un mensonge increvable, ce n'est pas qu'il soit vrai, c'est qu'il soit utile, au point que personne n'ait jamais intérêt à le tuer. Pendant 47 ans, personne n'avait vraiment cherché à savoir ce que ces cartons contenaient. Non pas parce que c'était interdit, mais parce que personne ne voulait savoir. Et c'est là que Stanford rejoint une autre histoire que je t'ai déjà racontée. La vraie leçon de Stanford n'est pas que n'importe qui peut devenir un monstre. C'est que n'importe quelle histoire, si elle est assez belle et assez simple, peut devenir une vérité que personne ne vérifie pendant 50 ans. Le danger, ce ne sont pas les gardiens, c'est notre besoin d'une bonne histoire, d'une histoire. Comme les souris de Kowloon, nous avons préféré le récit au réel. Et justement, l'histoire des souris de Kowloon, c'est peut-être le plus beau récit qu'on se soit raconté sur nous-mêmes. Elle est juste là, à tout de suite.